Tôt le matin, à l'immense usine de fabrication de pièces aéronautiques de Toulouse, un silence lourd s'abattait sur les vastes halls. Des lumières rouges clignotaient sans relâche au-dessus des lignes de production immobiles. Des centaines d'ouvriers se tenaient impuissants, les bras croisés, les visages fermés. Chaque minute qui passait représentait des dizaines de milliers d'euros envolés. On estimait les pertes à près de 1,8 million d'euros par jour. Au milieu des ingénieurs qui se disputaient autour des écrans de contrôle, un homme en bleu de travail élimé nettoyait tranquillement une tache d'huile. Il observait, sans dire un mot, chaque détail de la scène. Il s'agenouilla, frappa doucement un tuyau du bout des doigts, et entendit un son inhabituel. Il releva la tête et murmura. « Je crois savoir où est le blocage. » Voici Marc Delorme, 38 ans. Père célibataire, ancien technicien-chef de la Marine nationale. Il avait été réformé après une grave blessure à l'épaule mis fin à sa carrière militaire. Aujourd'hui, il travaillait de nuit comme agent d'entretien et de maintenance à l'usine de pièces de l'entreprise Aéro-France, soutenant seul son fils de 10 ans, Julien. Julien adorait construire des maquettes d'avions. Il passait souvent des heures, assis dans un coin de la salle de repos des employés, attendant la fin du service de son père. L'enfant avait hérité de la fascination de Marc pour la mécanique. Il posait sans cesse des questions sur les moteurs, les valves, les systèmes hydrauliques. Ce matin-là, Marc terminait encore son tour de nettoyage lorsque des sirènes stridentes résonnèrent dans tout le bâtiment. Une ligne de production critique venait de s'arrêter complètement. Les pertes montaient en flèche. Très vite, la direction, les ingénieurs en chef et même des consultants extérieurs se rassemblèrent pour diagnostiquer la panne. 3 heures plus tard, aucun progrès. Tous les systèmes principaux semblaient normaux. Les diagnostics informatiques n'indiquaient aucune anomalie. Et pourtant, la chaîne entière refusait de redémarrer. Marc, en passant avec son chariot, surprit des bribes de leur conversation. On parlait de pression d'air anormale. Cela réveilla un souvenir de ses années dans la marine. Une panne similaire, sur un porte-avions, n'avait pas été causée par une machine principale, mais par une simple valve secondaire négligée. Il hésita. Il n'était qu'un agent de maintenance, sans légitimité pour intervenir. Mais en voyant Julien attendre dans le coin, sage et patient, il se dit « Je ne peux pas rester là sans rien faire. » Car ce n'était pas seulement des chiffres sur une feuille de bilan. C'étaient des centaines de familles dont l'emploi dépendait de cette usine. Chaque journée de chômage technique signifiait des parents inquiets pour leur avenir, leurs crédits immobiliers, l'avenir de leurs enfants. Marc avait appris dans la marine qu'on a la responsabilité d'agir quand on voit un problème qu'on peut résoudre. Les grades et les titres comptaient peu face aux résultats, surtout lorsque des vies et des moyens de subsistance étaient en jeu. Il s'avança donc vers le groupe d'ingénieurs et de cadres, rassemblés autour du panneau de contrôle. Sa voix resta basse, mais ferme. « Excusez-moi. Je pourrais vérifier quelque chose ? 5 minutes, pas plus. » Les ingénieurs le regardèrent avec irritation. Un agent d'entretien n'avait pas sa place dans une crise technique à plusieurs millions d'euros. Mais Marc avait derrière lui 15 ans d'expérience sur des systèmes de pression complexes à bord de bâtiments de guerre. Il savait qu'il fallait parfois chercher du côté le plus simple pour résoudre les problèmes les plus coûteux. Et il s'apprêtait à le prouver. Au début, l'ingénieur en chef fronça les sourcils. « Vous n'êtes pas autorisé à toucher aux équipements de production », lança-t-il sèchement. Marc resta calme. « Je n'ai besoin que de 5 minutes. Pas de coupure supplémentaire. Juste un contrôle. » Le PDG d'Aéro-France, présent sur les lieux à cause de l'urgence, leva la main. « Laissez-le essayer. Que risque-t-on ? Nous sommes déjà paralysés. » Marc suivit les conduites d'air, tapotant chaque section du bout des doigts. Il tendait l'oreille comme un musicien qui accorde son instrument. Les ingénieurs le regardaient avec scepticisme. Pour eux, ce simple agent de maintenance n'était pas à sa place. Mais Marc avançait méthodiquement, concentré sur chaque variation sonore. Derrière un carter poussiéreux, il s'arrêta net. Il retira la protection et son regard s'illumina. Un minuscule éclat métallique était coincé dans une valve secondaire. Il provoquait des irrégularités de pression, déclenchant la sécurité automatique. « Voilà !» dit Marc en désignant le fragment. « Ce petit débris fausse vos relevés de pression, assez pour perturber le protocole de sécurité. » L'ingénieur en chef s'approcha, incrédule. « Comment saviez-vous qu'il fallait regarder là ? Nos diagnostics montraient que tout allait bien. » Marc expliqua posément. « Vos diagnostics ne contrôlent que les lignes principales. Dans la marine, on apprend que ce sont souvent les valves secondaires qui lâchent en premier. Mais elles sont négligées, car elles ne font pas partie des tests standards. » Avec ses outils, il retira délicatement le morceau de métal, vérifia le mécanisme, puis fit signe de relancer la machine. Les ingénieurs échangèrent des regards nerveux. 3 heures de recherches infructueuses, plusieurs experts consultés, et voilà qu'un agent d'entretien prétendait tout régler en retirant un débris. « Vous êtes sûr de vous ? » demanda le PDG. « Absolument, » répondit Marc. « Ce type de panne est plus courant qu'on ne croit.
La pièce s'est sûrement détachée avec les vibrations, et elle est venue se loger au pire endroit. Le PDG hocha la tête. Redémarrer le système. Tout le monde retint son souffle. Les voyants rouges continuaient à clignoter. Les machines demeuraient muettes. Puis, soudain, un bourdonnement régulier emplit la salle. Les aiguilles de pression se stabilisèrent. Les voyants passèrent un à un du rouge au vert. Les chaînes de montage se mirent à rugir comme si rien ne s'était produit. Un silence stupéfait précéda une explosion d'applaudissements. Les ouvriers, partout dans l'usine, levèrent les bras de joie en voyant leur poste reprendre vie. Le PDG regardait Marc comme s'il venait d'assister à un miracle. « Combien de temps cela vous a pris ? » 12 minutes, répondit simplement Marc. L'ingénieur en chef, humble, lui serra la main. « Où avez-vous servi ? » Sur le porte-avions Charles de Gaulle. 15 ans à maintenir les systèmes de pression pour le lancement des avions. Le PDG prit Marc à part. « Il faut qu'on parle. » Alors que les chaînes reprenaient leur cadence, sauvant l'entreprise de pertes quotidiennes colossales, Marc comprit qu'il venait de changer le cours de sa vie. Mais il ignorait encore que son exploit se répandait déjà comme une traînée de poudre dans toute l'entreprise. Dans la salle de repos, Julien agitait la main à travers la vitre, fier de son père. Il ne saisissait pas tout ce qui venait de se passer, mais il savait une chose, son papa avait fait sourire à nouveau des centaines d'adultes inquiets. Marc, lui, pensait qu'il retournerait discrètement à ses chiffons et à son huile. Mais le PDG l'invita dans son bureau, au dernier étage de l'immeuble administratif. « Marc, ce que vous avez fait n'a rien d'un coup de chance. Expliquez-moi votre parcours. » Marc parla de ses 15 années dans la marine, de son expertise en hydraulique et en système de pression, de son rôle crucial pour les opérations aériennes. Le PDG fronça les sourcils. « Alors pourquoi êtes-vous simple agent de maintenance ici, au lieu d'ingénieur ?» Marc haussa les épaules. « Je suis père célibataire. Le travail de nuit me permet d'emmener Julien à l'école et d'aller le chercher. Les postes d'ingénieur exigent voyage, heures supplémentaires, astreintes le week-end. Je ne peux pas lui imposer ça. » Le silence s'installa. Puis le PDG proposa calmement. « Et si je vous offrais un poste de conseiller technique, avec un salaire 4 fois supérieur, un emploi du temps flexible et aucun déplacement obligatoire ?» Marc resta bouche bée. L'argent changerait tout pour Julien, une meilleure école, un futur assuré. Mais il se méfiait, cela paraissait trop beau pour être vrai. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il enfin. « Parce que vos intuitions valent plus que des diplômes. Vous avez résolu en 12 minutes ce que nos ingénieurs n'ont pas su faire en 3 heures. Ce n'est pas qu'une question d'expérience. C'est de l'instinct. » Marc inspira profondément. « À une condition. Je dois pouvoir garder mes horaires autour de l'école de Julien. Quelles que soient vos contraintes, nous nous adapterons, » assura le PDG. Cet après-midi-là, en allant chercher Julien à l'école, Marc se demandait comment lui expliquer la proposition. Dans la voiture, son fils bondit d'enthousiasme. « Papa, tout le monde parle de toi. Madame Morel à la cantine a dit que tu avais sauvé les emplois de l'usine. » Marc sourit, un peu gêné. « J'ai juste réparé une valve cassée, fiston. »« Non, tu as fait plus que ça. » insista Julien, avec la clarté d'un enfant de 10 ans. « Tu as fait en sorte que tous les papas et toutes les mamans puissent garder leur travail. » Ce soir-là, Marc accepta l'offre du PDG. Une semaine plus tard, une visite de l'usine fut organisée pour Julien. Le PDG lui montra fièrement la chaîne que son père avait sauvée. Julien tenait dans ses mains sa dernière maquette, une réplique minutieuse d'un Rafale. « C'est sur cette ligne qu'on fabrique des pièces pour de vrais avions comme celui-ci, » expliqua le PDG. « Mon papa a travaillé sur de vrais avions aussi, » répondit Julien avec fierté. « De gros, sur des bateaux. » Arrivé devant la fameuse valve, l'enfant s'accroupit et observa de près, imitant les gestes de son père. « Papa m'a appris que chaque machine a un point faible, » dit-il au PDG. « Il faut écouter pour le trouver. » Le PDG, impressionné, se tourna vers Marc. Celui-ci expliqua doucement que la mère de Julien, décédée quelques années plus tôt, était ingénieure, et que leur fils avait hérité de leur curiosité commune. « Accepteriez-vous que Julien participe à notre programme jeunesse d'ingénierie cet été ?» proposa le PDG. Marc sentit que cette opportunité pouvait tracer l'avenir de son fils. Julien, lui, hochait déjà la tête, les yeux brillants. Le soir, après la visite, l'enfant fit une demande inattendue. « Papa, tu peux m'apprendre à réparer les choses importantes, comme toi ? Tu veux dire la mécanique ? Je veux dire aider les gens. Quand tu as réparé cette machine, tu as aidé des centaines de familles. Moi aussi je veux apprendre à faire ça. » Marc sentit son cœur se serrer. Son fils venait de comprendre l'essentiel, les compétences techniques ne sont pas qu'une question de métal et de circuit. Elles peuvent changer des vies. D'accord, mais on commence par tes devoirs, et peut-être le robinet qui fuit dans la cuisine, répondit-il en riant. Les jours passèrent. Marc, désormais conseiller technique, forma toute l'équipe de maintenance pour éviter que la catastrophe ne se reproduise. Ces sessions improvisées devinrent les plus suivies de l'histoire de l'usine.
Bientôt, il présenta au conseil d'administration un projet complet de maintenance prédictive. Le budget de 2 millions d'euros fut immédiatement approuvé, exactement la somme que l'usine aurait perdue en une seule journée d'arrêt. Après la réunion, il retrouva Julien, installé dans le hall avec ses cahiers de maths. « Alors, papa ? Ils ont approuvé. Grâce à ce système, les pannes seront détectées avant qu'elles ne surviennent. Donc tu n'attends plus que les choses cassent ? Tu fais en sorte qu'elles ne cassent pas ? Exactement, fiston. » Julien hocha la tête, pensif. « C'est comme toi avec moi. Tu n'attends pas que j'ai des problèmes. Tu t'assures toujours que j'aille bien avant. » Ces mots touchèrent Marc bien plus que n'importe quelle promotion ou augmentation. Son fils avait saisi le vrai sens de tout cela, être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter. À présent, Julien n'attendait plus son père dans un coin de salle de repos, mais dans l'aile des dirigeants. Marc avait compris que certains changements dépassent de loin les salaires et les titres. Ils redéfinissent la manière dont un enfant voit son parent, et dont il imagine ses propres possibilités. Au sein de l'usine, l'histoire du « simple agent de maintenance » qui avait sauvé la chaîne se propagea comme une légende. Les ouvriers, qui autrefois l'ignoraient, le saluaient avec respect. Les ingénieurs venaient lui demander conseil. « C'est lui qui nous a sauvés » devenait une phrase répétée dans chaque atelier. Lors d'une conférence industrielle, le PDG raconta l'histoire de Marc. « Nous ne payons pas seulement des diplômes. Nous payons des résultats. Le vrai talent peut se cacher sous n'importe quel uniforme. » Dans la cour de récréation, Julien montrait fièrement la photo de lui et son père devant la machine réparée. Il appelait ça « photo de super-héros ». Et le soir, avant de dormir, il répétait « Papa, un jour, moi aussi j'aiderai les gens comme toi. » Marc souriait alors, se rappelant une vérité apprise dans la marine. Un détail minuscule peut sauver un navire entier. Dans la vie aussi. Parfois, il suffit d'oser agir.